échange entre l'extérieur et l'intérieur et qui libère son effet sous une action mécanique, thermique ou chimique. Il existe 3 principales méthodes traditionnelles de fixation de microcapsules sur le textile: l'impression, l'induction, qui est l'action de déposer sur un textile un liquide l'améliorant ou le protégeant, et l'extrusion, qui est un procédé de fabrication mécanique par lequel un matériau compressé est contraint à traverser une filière ayant la section de la pièce à obtenir. Comme tout autre processus, la microencapsulation a ses avantages ainsi que ses inconvénients. Ce qui est bien est que la microencapsulation a une durée de vie très longue et n'est pas nuisible. De plus, on peut tout microencapsuler sauf le gaz. Par contre, tout débit possédant des microcapsules doit être lavé à une basse température entre 30 et 40 degrés et ne doit pas être repassé ni passé au sèche-linge. C'est un procédé un peu cher. La matrice de l'ensemble capsule et agent actif n'est pas toujours parfaite, mais sous l'action des mouvements du corps, les microcapsules insérées dans la fibre, présentes par milliers au centimètre carré, se rendent. En effet, l'action de tendre et de détendre que produisent les actions du corps agit sur les cellules filamentaires. Les agents actifs se libèrent alors et ont un effet immédiat sur l'épiderme qui est la couche externe de la peau. Donc, en 1931, il y a eu les premières publications sur la microencapsulation et ses applications dans le domaine pharmaceutique. Et entre 1931 et 1940, Green et son équipe à la NCR, qui est située aux États-Unis, ont établi un processus de microencapsulation basé sur une utilisation d'une enveloppe de gélatine. Depuis, l'industrie pharmaceutique a développé plusieurs autres matériaux de revêtement et beaucoup d'autres méthodes d'encapsulation. Dans les années 30, plusieurs brevets ont été enregistrés au sujet de l'encapsulation, médicinaux ou non médicinaux, comme des antibiotiques, vitamines et ainsi de suite. D'autres industries ont été intéressées et le sont toujours par cette technique, comme l'industrie alimentaire, l'industrie de pesticides, l'industrie d'engrais, l'industrie photographique, etc. Pour réaliser notre expérience, nous aurons besoin d'une plaque chauffante, d'un bécher, d'une spatule, d'un agitateur, d'un thermomètre, de l'agar-agar en poudre, du colorant, un bécher en pyrex, une scalpel, de l'eau distillée, une balance et enfin de l'extrait en amande pure. Nous allons tout d'abord commencer par poser une demi-feuille qu'on a préalablement pliée en deux sur la balance. Puis, on la tare. Ensuite, on pèse 2 grammes d'agar-agar. Par contre, ça prend du temps, même beaucoup de temps. Bon, ça arrive. On verse ensuite la poudre dans 100 ml d'eau distillée. Puis, on mélange à l'aide d'un agitateur en verre. Par contre, on mélange bien. Après avoir chauffé un peu le mélange, on y ajoute l'extrait d'amande pure. Puis, on remélange. On repose sur la plaque chauffante, on pose un thermomètre et on mélange toujours. La température doit atteindre un max de 90 degrés. Attention, ça chauffe. Avant de s'élancer, nous colorons d'abord la solution pour avoir une meilleure vision et nous mélangeons. À l'aide d'une pipette, nous allons égoutter une petite quantité dans de l'huile de colza ou canola refroidie. Sa température doit être entre 0 et 4 degrés pour que l'expérience fonctionne.
Nous avons laissé couler quelques gouttes de différentes dimensions afin de bien percevoir le résultat final. Et voilà, la capsule en gélatine laisse le liquide encapsulé s'échapper.